Au Bénin, les forces politiques membres de la résistance dénoncent la gouvernance du président de la République, Patrice Talon. Ils ont rendu publique une déclaration ce mardi. Les précisions sont à chaud dans ce journal. Les travailleurs de la Société des eaux du Sénégal suspendent le mouvement de grève. La cessation de travail visait la réclamation d'une plus grande participation dans le capital de la société. Le mouvement a duré une semaine. Et puis, Aung San Suu Kyi défend la Birmanie devant la Cour internationale de justice. La prix Nobel de la paix fait face aux accusations de génocide à l'endroit de la minorité musulmane Rohingya. Une audience publique a lieu ce mardi. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition réunies au sein de la résistance ont effectué une sortie ce mardi. Mais le lieu retenu pour la déclaration était inaccessible. Surprise pour les organisateurs qui ont quand même pu donner leur déclaration. Les précisions. Le promoteur de Majestic a reçu notre sou depuis vendredi passé. Que ce soit à quelques heures, à 3 heures seulement de la manifestation, qu'il nous appelle pour nous dire qu'il ne peut plus. Vous comprenez aisément avec moi que la pression vient de là-haut. Nous sommes à un lieu privé, payé, et qu'on nous l'interdise et qu'on soit obligé à faire notre déclaration dehors. Je crois que c'est trop fait, c'est aller loin et cela ne saurait être toléré. Le Bénin, aujourd'hui, n'est plus seulement en crise de démocratie, il est, et de façon ostensible et ostentatoire, confiné au désespoir, à l'impasse et au chaos. Le destin commun de tout un peuple, notre vivre ensemble, se trouve en danger aux mains d'une caste d'hommes d'affaires pervers, mafieux et cupides. Depuis avril 2016, le Bénin ploie sous le poids de la dictature des lois personnelles du régime de Talon, qui s'obstine à ne pas entendre raison et le bon sens, que suggèrent pourtant les événements qui s'enchaînent les uns après les autres, pour démontrer à suffisance que l'État est devenu déliquescent, compromettant ainsi notre présent et notre futur, ainsi que la crédibilité internationale de notre pays et notre économie, désormais en lambeaux avec son corollaire, la misère sur tous les visages. La déliquescence de l'État, la crédibilité de l'État s'est érodée. Depuis, la descente aux enfers s'accélère pour les institutions de la République. C'est le cas du Parlement de sang, installé sous haute surveillance militaire et policière, qui poursuit le démantèlement de la République en écrivant en une nuit et en catimini une nouvelle constitution en reconnaissance à M. Patrice Talon, dont c'était un vœu tout aussi égoïste qu'incohérent. C'est aussi le cas de la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme en quelques minutes la nouvelle constitution de Patrice Talon, au mépris des grandes orientations de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Deux ex-premiers ministres algériens, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, jugés pour des faits de corruption à Alger. Ils ont écopé respectivement de 15 et de 12 ans de prison ferme. C'est à la suite d'un procès, une première dans le pays. Les précisions. L'annonce de ces verdicts intervient à 2 jours de l'élection présidentielle, rejetés massivement par la rue qui critique les candidats en lice qui ont tous été, de près ou de loin, associés au pouvoir de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, proches de Bouteflika, au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints en avril à la démission par un mouvement populaire de contestation inédit, étaient jugés depuis une semaine avec d'autres ex-hauts dirigeants politiques et des grands patrons pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie en fuite à l'étranger, a lui été condamné par contumace à 20 ans de prison. 2 autres ex-ministres de l'Industrie, Majoub Beda et Youssef Yousfi, ont écopé de 10 ans d'emprisonnement.
Ancienne préfète Nouria Yasmine Zerouni, qui comparaissait libre à la différence de ses co-accusés, s'est vu infliger 5 ans de prison ferme. Ancien président du Forum des chefs d'entreprise, principale organisation patronale du pays, Ali Haddad, président directeur général du numéro 1 privé du BTP algérien, a été condamné à 7 ans de prison ferme. 3 autres hommes d'affaires, Ahmed Mazouz, Hassen Abaoui et Mohamed Bahiri, propriétaires d'usines de montagne de véhicules, ont écopé respectivement de 7 ans, 6 ans et 3 ans de prison ferme. Poursuivi pour le financement occulte de la campagne de Bouteflika, Abdelghani Zahalan, ancien ministre des Transports et ex-directeur de campagne de Bouteflika pour la présidentielle d'avril 2019, finalement annulé, a été acquitté. Les biens de l'ensemble des fonctionnaires et ceux de leurs familles ont été confisqués, a annoncé le juge. L'espoir d'un retour rapide à la paix dans l'ouest anglophone du Cameroun s'estompe. Le vœu de voir les différentes composantes de la société dialoguer n'est plus qu'un vieux souvenir. Les combats ont intensément repris entre les indépendantistes et les forces armées. Les détails. Depuis le grand dialogue, les violences se sont poursuivies à un rythme soutenu, confirme mardi l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Au moins 130 civils ont été tués depuis juillet selon l'ONG, pour qui ce bilan est très certainement sous-évalué faute de pouvoir recueillir sur le terrain des informations sur de probables autres victimes. La violence a franchi un nouveau seuil fin novembre dans les 2 régions anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest où le conflit fait rage depuis plus de 2 ans. Un humanitaire camerounais d'une ONG partenaire de l'ONU a été kidnappé et tué dans le nord-ouest. Le lendemain, un avion commercial de la compagnie aérienne camerounaise Camerco a essuyé des tirs d'armes à feu à l'atterrissage à l'aéroport de Bamenda, chef-lieu du nord-ouest. L'attaque n'a pas fait de victimes et son origine reste pour l'heure inconnue. Pourtant, début octobre, après avoir fait preuve d'intransigeance durant des mois, l'inamovible président Biya, au pouvoir depuis 37 ans, s'était décidé, sous la pression internationale, à organiser un grand dialogue national pour résoudre la crise. Le boycott de cette rencontre par les principaux chefs indépendantistes n'avait pas empêché les participants de préconiser notamment une décentralisation par la création d'un statut spécial pour les 2 régions. Une proposition qui devrait être avalisée par le chef de l'État, mais en tout état de cause très éloignée des aspirations fédéralistes pour les plus modérés et indépendantistes, pour les groupes armés. Aujourd'hui, plus de 2 mois après, aucun projet de loi sur ce statut spécial n'a été déposé au Parlement. Sur le terrain, les organisations humanitaires s'inquiètent du net durcissement du conflit. En 2 ans, ce conflit a poussé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Entre 300 et 400 villages ont été détruits et 91% des enfants sont déscolarisés, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Il y a eu suspension de la grève des travailleurs de la sénégalaise des eaux. Les manifestants avaient déclenché le mouvement de débrayage il y a 1 semaine. L'objectif était de réclamer une plus grande participation dans le capital de la société. La grève des agents de la SDE entamée le 2 décembre avait provoqué des coupures d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar au Sénégal. À l'issue de négociations survenues lundi soir, le gouvernement s'est dit prêt à leur octroyer 7,5% du capital et pour plus d'équité, 2,5% aux travailleurs des 2 autres entreprises actives dans le secteur de l'eau, soit 10% des parts au total, d'après le ministre de l'Hydraulique. Un changement qui survient à 3 semaines du contrôle du secteur par le français Suez. Il est prévu, dans le cadre de la nouvelle société devant être mise en place avec l'arrivée du français, que ce groupe détienne 45% des actions contre 25% pour des investisseurs sénégalais et 25% pour l'État. Ce dernier a fait une concession en acceptant de se délester de 5% de ses parts au profit de tous les travailleurs du secteur. Le gouvernement avait critiqué avec virulence la grève des agents, dénonçant des actes de sabotage opérés à travers notamment l'occupation de sites, la fermeture de vannes, l'arrêt d'installations de traitement d'eau, des actes destinés à perturber la distribution normale de l'eau et prendre les populations en otage.
assurée depuis 1996 par la SDE, dont l'action majoritaire est un groupe franco-africain aux côtés d'actionnaires sénégalais à hauteur de 42,2%. La distribution de l'eau va passer le 31 décembre prochain aux mains du nouveau groupe au Sénégal, dominé par le français Suez, qui a promis de reprendre l'ensemble du personnel. À Hong Kong, la chef de l'exécutif a exclu mardi d'accorder toute nouvelle concession au mouvement pro-démocratie. Carrie Lam se tient donc droit dans ses bottes, en dépit de l'échec électoral de son gouvernement et d'un important rassemblement pacifique. Le bout du tunnel semble encore loin pour les Hongkongais. Alors qu'initialement, l'exécutif local avait insisté sur le fait qu'un retour au calme était un préalable à tout dialogue constructif, la chef de l'exécutif, pendant sa conférence de presse hebdomadaire mardi, a refusé d'accéder aux demandes des manifestants et d'aller plus que le retrait du projet de loi sur les extraditions. Carrie Lam a indiqué qu'elle rendra compte de tout ce qui s'est passé dans la mégapole lorsqu'elle se rendra samedi à Pékin, où elle rencontrera le président chinois Xi Jinping. Si une demande particulière nous oblige à nous écarter de la loi, à ne pas faire respecter l'état de droit à Hong Kong ou faire des choses qui dépassent les pouvoirs du chef de l'exécutif, je ne pourrais accepter ces demandes simplement dans le but de satisfaire les aspirations des gens. Comment pouvons-nous complètement ignorer l'état de droit juste pour répondre aux demandes? Donc, pour ceux qui vont à l'encontre de la loi et d'autres grands principes qui constituent notre ligne de conduite, nous n'avons aucun moyen de réagir. Mais nous sommes toujours prêts à examiner les problèmes sociaux reflétés par cet incident dans l'espoir de soulager les plaintes des habitants. Le mouvement est entré lundi dans son 6e mois de mobilisation. La police hongkongaise a annoncé lundi soir avoir désamorcé 2 bombes artisanales dans l'enceinte d'un établissement scolaire et avoir ouvert une enquête afin de déterminer si ces engins explosifs avaient un lien avec la crise politique actuelle. Aung San Suu Kyi défend la Birmanie devant la Cour internationale de justice. À l'occasion d'une audience qui s'est déroulée ce mardi, la Gambie a appelé la Birmanie, dont est originaire la prix Nobel de la paix ACC, le génocide à l'encontre des Rohingyas. Aung San Suu Kyi assiste en personne à l'audience de la Cour internationale de justice. Devant les juges de la Cour basée à La Haye, le ministre gambien de la Justice a martelé la demande de son pays, celle qui veut que l'ancienne icône de la démocratie ordonne à la Birmanie de mettre fin à ces tueries insensées contre son propre peuple. Tout ce que la Gambie demande, c'est de dire à la Birmanie d'arrêter ces actes de barbarie et de brutalité qui ont choqué et qui continuent de choquer notre conscience collective, d'arrêter ce génocide de son propre peuple. Dites à la Birmanie de donner à ses enfants une chance dans la vie. C'est ce que nous vous demandons. Car lorsque vous parlez, le monde écoute et nous ne demandons rien de plus. Nous cherchons à protéger non seulement les droits des Rohingyas, mais aussi nos propres droits en tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, en tenant la Birmanie à ses obligations de ne pas commettre de génocide, de ne pas inciter au génocide et de prévenir et punir le génocide. La Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, estime que la Birmanie a violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un traité de droit international approuvé en 1948. Celle qui fut lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 est à la tête de la délégation birmane devant la Cour qui siège à La Haye pour assurer elle-même la défense de son pays, mise en cause dans les massacres et persécutions contre les Rohingyas. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.